Oui, merci aux organisateurs de me laisser l'occasion de parler de chromatinopathie et Bordelais oblige du syndrome de Rubinstein-Teby. Et donc moi je suis généticien clinicien dans le service au CHU de Bordeaux. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que ce type de pathologie, on va le voir, ça recoupe vraiment la génétique constitutionnelle telle qu'on la connaît maintenant depuis plusieurs années, et ce champ d'épigénétique qui est très émergent. Et donc ça, on l'a vu depuis ce matin, mais on est vraiment dans ce ménage à trois dès qu'on va aborder cette notion d'intrication épigénétique avec les facteurs environnementaux et les facteurs génétiques tels qu'on les connaît, avec l'importance cruciale évidemment de la conformation de la chromatine dans tous ces processus. Et finalement, vous voyez, on se retrouve là pour que, au cours du développement, le processus soit le plus physiologique possible. Il y a un équilibre de ces profils épigénétiques. On a vu les différents mécanismes tout au long de la matinée, avec ce remodelage chromatinien, de la conformation. Alors on n'a pas trop abordé la conformation 3D aussi de la chromatine, mais ça en fait partie, la méthylation de l'ADN, les modifications post-traductionnelles et les ARN non codants, qui assurent finalement un équilibre entre cette expression et répression génique tout au long de notre développement, dès la période anténatale, en fonction de l'exposition aux différents facteurs environnementaux. Et finalement, dès qu'on se retrouve exposé à des facteurs, que ce soit pour le coup des facteurs environnementaux qui vont être plutôt délétères, que ce soit des processus d'essais d'échange au niveau placentaire sur des toxiques ou tout au long de la vie, ou bien, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, là des authentiques mutations constitutionnelles dans des gènes impliqués dans la machinerie épigénétique notamment, vous allez assister évidemment à un déséquilibre de l'ensemble de ces profils et aboutir à des pathologies. Donc très simple, évidemment l'exemple le plus typique de ce qui est connu aujourd'hui dans un des exemples dans les facteurs environnementaux délétères, c'est évidemment le syndrome d'alcoolisation fœtale, où on sait aujourd'hui qu'il y a des intrications très nettes entre cette exposition environnementale avec des anomalies métaboliques et des remaniements au niveau de la méthylation de l'ADN, mais évidemment ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Quand on regarde cette fois-ci les maladies constitutionnelles mendéliennes telles qu'on les connaît, eh bien, finalement, vous voyez, ça quand même représente un groupe très important. C'est jusqu'à 5 à 10% des troubles mendéliens sur les derniers référencements. 86 pathologies pour 74 gènes codants qui sont représentés ici. Et dans ces 74 gènes, vous voyez, de ces pathologies, près des 3/4 représentent des troubles du neurodéveloppement dans ces pathologies épigénétiques mendéliennes. Vous les voyez ici, avec évidemment toutes ces pathologies qui touchent les writers qui vont venir apposer les marques comme les erasers. Il y a tout ce groupe de pathologies qui sont des readers, donc qui possèdent un domaine protéique au sein, en leur sein, qui va permettre de lire les modifications, avec des exemples que vous connaissez tous, que ce soit pour des acétyltransférases ou des méthyltransférases sur les histones qui vont apposer ces marques, pour le Wittgensteiner, le Kabuki, le Rubinstein-Teby, ou au niveau directement de la méthylation de l'ADN pour le syndrome ICF notamment, les désacétylases, les déméthylases, ainsi de suite. Et donc, évidemment, une des maladies modèles, et comme quoi la boucle se boucle finalement avec les années, puisque vous voyez la première définition principe du syndrome de Rubinstein-Teby, ça remonte déjà à 1963, avec Ouchang Taby, radiologue, et Jack Rubinstein, pédiatre de son état, qui avait décrit 6 enfants présentant des anomalies crânio-faciales avec anomalie des extrémités. Vous connaissez tous ce syndrome, je ne reviens pas là-dessus, avec la dysmorphie faciale très évocatrice, et ce qui finalement reste un des signes les plus reconnaissables au-delà de la dysmorphie, ces anomalies des extrémités avec ces pouces larges, parfois déviés, même si ce n'est pas constant, mais surtout ce qui nous intéresse évidemment, c'est la pathologie neurodéveloppementale, avec une déficience intellectuelle qui n'est pas constante, mais qui est dans l'extrême majorité des situations, et qui surtout va toucher les mémoires de travail et visio-spatiales. Et là où ça va nous intéresser, c'est quand on regarde sur le mécanisme moléculaire aboutissant à cette pathologie, puisque 2 gènes aujourd'hui sont connus dans l'implication de ce syndrome, vous les connaissez, donc CREB-BP en 95, découvert en 95, et EP300 10 ans plus tard. Et vous voyez, quand on regarde, on retombe à peu près sur 65 à 70% d'étiologie quand on fait sur une suspicion clinique l'analyse de ces 2 gènes. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est les mécanismes de CREB-BP, EP300, qui sont comme des chefs d'orchestre, si vous voulez, exprimés très précocement au cours du développement au niveau de l'acétylation des histones. Et comme ça a été très bien dit ce matin, cette modification des histones va permettre, par cette acétylation, de favoriser l'ouverture de la structure chromatinienne et donc l'expression des gènes cibles, à l'inverse des inhibiteurs des déacétylations des histones qui vont fermer la structure chromatinienne. Donc vous imaginez bien que
si vous impactez par une mutation constitutionnelle l'expression, la fabrication de ces protéines, soit par une protéine tronquante, soit dysfonctionnelle, vous allez perturber toute cette structure d'ouverture de la chromatine et aboutir aux conséquences phénotypiques. Mais évidemment, ça se complique, puisque pendant des années, on était dans ce spectre-là. Ici, donc, on avait des mutations dans crêpe BP ou EP300, on avait un phénotype qui pouvait varier. Mais finalement, avec les séquençages de nouvelle génération, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que ça. EP300 aujourd'hui, on a tous dans nos exomes. Crêpe BP, c'est moins fréquent, mais EP300, dans tous les exomes, on en a tous. Sur parfois des DI non syndromiques. Et même sur crêpe BP, maintenant, il y a une nouvelle entité syndromique qui a émergé, le syndrome de Menke-Hennekam, avec des mutations faux sens dans les deux derniers exons, du gène, les 30 et 31. On a longtemps pensé qu'il y avait potentiellement vu ce vide de 30 à 35%, peut-être un troisième gène impliqué, qu'on n'a jamais pu clairement identifier, mais en fait, sans doute. Et là, vous le voyez, l'expression phénotypique est très large, avec des cas plus typiques, avec des cas EP300 jusqu'à ces cas qui ont vraiment une présentation phénotypique autre, qui ne sont pas des syndromes de Rubinstein-Teby, mais qui sont des mutations dans ces gènes aux extrémités. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a peut-être pas de troisième gène et que ce vide diagnostique, ce n'est pas un vide diagnostique, mais en fait juste un overlap phénotypique très important entre de nombreuses autres pathologies qui partagent ces connexions au sein des pathologies de la chromatine. Vous le voyez ici sur cette publication des Italiens en 2019. Tous ces patients ici avaient été initialement adressés pour un diagnostic clinique de syndrome du Rubinstein-Teby. Et finalement, en reprenant des analyses, en faisant les analyses d'exomes chez ces patients, vous le voyez, alors le patient 80 par exemple, ici, présentait un syndrome, vous le voyez peut-être pas très bien, de Boring-Opitz, comme le 173, et le patient 103 ici était un Widmann-Steiner, et ici c'était un Kabuki. Alors après, évidemment, ça dépend de l'expertise de l'examinateur, mais en attendant, ils ont été publiés en l'état, et il y a beaucoup d'overlap phénotypique. Et quand on reprend, nous, nos cohortes, par exemple, si on est très stringent sur les signes cliniques, sans doute qu'on n'est pas à 65% de diagnostic moléculaire, mais plutôt à 90-95%. Et donc finalement, et ça on l'a abordé aussi plusieurs fois, qu'est-ce qui pourrait nous aider à faire cette répartition quand ça s'overlappe autant et que le moléculaire strict au niveau des exomes ne peut pas forcément nous répondre? Et ben c'est tout ce développement des signatures avec méthylation de l'ADN, avec ce papier. Alors maintenant, vous le disiez, il y a plus de 50 épisignatures développées. Là, c'était sur 42 syndromes initialement, sur une des publications principales à laquelle on a participé, avec 35 épisignatures, je crois. Et vous voyez par exemple ici, sur plusieurs, là c'est sur le syndrome de Rubinstein-Teby, c'est un bon exemple. Vous avez d'autres ici, avec le Kabuki notamment. Vous avez des clusters très distincts entre ici les contrôles et ici les patients qui présentaient un phénotype clinique de RTS. Ici, c'est des Cornelia de Lange. Et donc, deux cas avaient été testés non identifiés moléculairement. En tout cas, un avait un variant de signification dans EP300. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il clusterisait davantage avec les contrôles. Donc, il a pu être reclassé plutôt sur un variant qui était plutôt bénin et qui n'était pas impliqué dans sa pathologie. Et un autre, pour le coup, où il n'y avait ni de variant dans EP300, ni crêpe BP qui était identifié, mais qui avait cliniquement vraiment un aspect de Rubinstein-Teby. Et là, lui, clusterisait davantage avec les sondes qui étaient présentes sur les patients Rubinstein-Teby identifiés moléculairement. Donc lui, il a été reclassé sur un syndrome de Rubinstein-Teby. Mais finalement, et on le disait aussi ce matin, il y a une question à ce sens. Là, on parle de méthylation de l'ADN. Mais là, on est sur de l'acétylation des histones dans le syndrome. Et puis, dans le Kabuki, ça va être plutôt sur la méthylation des histones. Enfin, il y a d'autres mécanismes, mais pas que la méthylation de l'ADN. Et finalement, nous, ce qui nous a intéressé dans ce projet, c'était de savoir justement qu'est-ce qui se passe au niveau de l'acétylation, et en particulier au niveau neuronal, puisque, évidemment, c'est un tissu qui n'est pas accessible, et que donc on n'a pas d'impact, et que c'est vraiment la déficience intellectuelle qui est au cœur de la problématique chez ces patients. Donc on a réalisé ce projet, finalement, qui est toujours en cours, qui est une étude pilote, où on a pu prendre des biopsies de peau de ces patients, et avec la plateforme à Marseille, on a reprogrammé, ils ont été redifférenciés en IPS, qu'on a reprogrammé, on a redérivé en neurones jusqu'aux neurones pyramidaux, qui sont des neurones qui sont très impliqués dans la structure de la mémoire, et qui sont ceux où on retrouve chez les modèles de souris beaucoup de phénomènes d'acétylation et de perturbation au niveau des histones, notamment H3, H4, au niveau des processus mnésiques chez les souris mutées.
avec une attitude en deux grands temps, une attitude pour établir les marques spécifiques d'acétylation au cours de la différenciation neuronale pour ces patients, à la fois par une analyse protéomique en acétylation d'acétylome et par attaque sec pour connaître le paysage chromatinien. On a vu ce matin qu'il y avait plusieurs marques comme H3K27 qui étaient étudiées et très répliquées. Le problème ici, c'est que dans le Rubinstein TB, on n'a pas d'a priori des marques acétylées. Donc l'attaque sec nous apparaissait une stratégie plus robuste pour pouvoir attraper ces marques que l'on ne connaissait pas. Et chez le modèle murin, et ce qui est connu, ce n'est pas au niveau de H3 que les marques sont les plus évidentes, mais plutôt au niveau d'H2A et H2B, couplé à une analyse complète en transcriptomique pour établir ces signatures. Alors, je n'ai pas tous les résultats à vous présenter, juste rapidement, puisque cette différenciation s'est faite, on a montré que là, c'est un contrôle, et ici, deux contrôles des patients, on retrouve bien cet aspect de rosette typique des progéniteurs neuronaux à des temps précoces, jusqu'à une différenciation, alors voilà, pardon, excusez-moi, j'étais un peu vite, jusqu'à une différenciation jusqu'à J60 qui est le temps pour établir un neurone mature en culture, où on obtient, ici vous voyez, c'est le réseau de neurones matures, les marqueurs, on ne voit pas très bien sur, c'est un peu flou, pardonnez-moi, mais entre les contrôles et deux patients, donc on n'avait pas de différence morphologique, si vous voulez, sur ces différenciations. On avait également, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais ici, il faut les yeux de la foi un petit peu, mais si vous voulez, il y avait bien des neurones fonctionnels sur les analyses en flux calcique. Donc, sur l'aspect, là, vous voyez, ça fait un peu sapin de Noël, si vous, c'est pas très facile à voir, mais je vous garantis que c'était visible. Mais en tout cas, ces neurones étaient fonctionnels avec une morphologie qui était identique au contrôle. En revanche, là, quand on regarde l'analyse transcriptomique, et c'est là que ça devenait intéressant, dès le départ, donc là, vous voyez J10, stade de progéniteur, J20 qui est un stade de transition entre le progéniteur et le neurone immature, et J60 le neurone mature. On voyait dès J20, donc ça c'est les différents clones et ça c'est les contrôles, on voyait déjà qu'il y avait une clusterisation qui s'effectuait différemment à ce stade, ce qui n'est pas le cas à J10 ou à J60 où on a les mêmes clusters. Donc il y avait quelque chose qui se passait au niveau de cette transition. Et quand on regardait les voies biologiques dérégulées au niveau des ontologies, on observait qu'à J10 finalement les voies, les géos les plus dérégulées, alors celui-là tasse un peu le graphique, mais on obtenait dans près de la moitié des cas des voies de développement neuronal, comme si vous voulez, par rapport au contrôle, comme si les neurones Rubinstein-TB entraient de manière trop précoce en différenciation. Et par contre, à J20, cette fois-ci, ces voies neuronales se retrouvaient sous-régulées, avec comme un effet en cascade, avec une entrée en différenciation trop précoce, puis après, qui n'arrivaient pas à maturer définitivement leur programmation. Et donc l'idée, c'est de poursuivre par les analyses en attaque sec, mais également en protéomique, pour identifier précisément ces marques associées à ces voies biologiques, en regardant d'abord pour confirmer cette entrée prématurée en différenciation avec des études fonctionnelles sur ces neurones, mais surtout pour coupler à cette étape clé qu'on a identifiée à la transition neurone immature progéniteur, les altérations au niveau du remodelage chromatinien, avec évidemment in fine le but de définir une signature multiomique plus spécifique et qui corrèle plus à la physiopathologie qu'une signature par méthylation de l'ADN, pour établir des biomarqueurs, cette fois-ci, qui se rapprochent davantage du mécanisme. Et ça, après, cette méthodologie, évidemment, pourrait éventuellement être extrapolée à l'ensemble des chromatinopathies, plus spécifiquement. Un dernier mot très rapide sur d'autres perspectives thérapeutiques, puisque, vous le savez, il y avait eu maintenant plus de 10 ans, ça passe vite, un PHRC national pour l'utilisation de micropakine chez ces patients Rubinstein-TB pour tenter d'améliorer justement leur mémoire à court et long terme, pour plein de soucis méthodologiques dont on ne va pas entrer dans les détails. Ça n'avait pas montré, le critère objectif principal n'avait pas montré de résultats significatifs. Donc là, on est en train de réutiliser ces tests sur un modèle murin disponible au laboratoire. Et dans les résultats un peu préliminaires, on observe qu'on arrive à restituer un certain phénotype chez les souris mutantes avec adjonction de valproate par rapport au contrôle, mais pour l'instant uniquement chez les mâles, sans comprendre encore à l'heure actuelle pourquoi chez les souris femelles, on n'obtient pas cette restitution du phénotype. Voilà où on en est sur ces travaux. Je voulais remercier évidemment l'équipe de Bordeaux, dirigée par Didier Lacombe et avec l'aide de Patricia Fergelot, l'équipe à Marseille, et évidemment la Fondation et l'association. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette présentation. Des questions? Moi, j'ai une petite question sur le modèle IPS, parce qu'en fait, nous, on a l'IPS pour les anomalies de méthylation. Et en fait, on est très gêné dans la reprogrammation en IPS par des profils épigénétiques complètement aberrants dans les IPS. Donc, je voulais savoir si sur les histones, vous aviez observé ça sur de la reprogrammation d'IPS à partir de contrôles indépendamment des patients. Parce que sur la méthylation de l'ADN, en particulier sur les régions soumises à empreinte, la méthylation, elle est complètement aberrante dans les IPS. Donc, je voulais savoir si vous aviez... C'est très technologique comme question. Les études, alors là, c'était plutôt les travaux antérieurs de la plateforme. C'était pas forcément au niveau des miens. Sur mes cellules, on a pu faire des essais sur la cartographie en spectro en acétylome pour voir les différences de marques. On n'observe pas de majoration entre les contrôles. C'est vraiment des différences qu'on observe avec des marques très spécifiques chez les patients et qui corrèlent un peu de ce qu'on observait chez certains modèles murins. Par contre, ce n'est pas quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire spécifiquement sur d'autres modèles qu'ils établissaient parce que ce n'était pas leur question principale. Donc sur les autres reprogrammations IPS, je ne pourrais pas dire au niveau de la plateforme. Je me posais juste une petite question du coup. Est-ce que vous avez des cas en mosaïque aussi dans le Rubinstein? Parce que c'est vrai que dans le Cornelia de Lange, on sait qu'on trouve ça. Donc je me demandais si ça avait été une approche aussi éventuellement de chercher sur salive aussi, ou des mosaïques même. Voilà. Alors c'est beaucoup plus rare que dans le de Lange. Ouais. On a là une publication. C'est comme pour Frédéric, on doit les rapporter. On en a quelques-uns dans la littérature, ça ne doit pas excéder la dizaine de cas, grand maximum. Okay. Et nous, on en a une dizaine à nous seuls. Il y en a quelques-uns où c'est ce qu'on observe, mais on s'y intéresse uniquement quand on a des récurrences familiales. Sinon, ce n'est pas quelque chose qu'on recherche de manière spécifique quand on a, par exemple, une suspicion clinique et qu'on ne trouve pas d'anomalie, comme on peut le faire dans le Delange où on fait d'autres tests. Dans le Rubinstein-TB, non, ça ne fait pas partie de la stratégie diagnostique. On le fait dans le cas de récurrence familiale. Ok, c'est des mosaïques sur sang ou c'est des mosaïques du coup sur un autre tissu que vous avez trouvé après? Oui, on le fait aussi sur salive et on les découvre aussi sur sang. Mais pour l'instant, on ne le fait pas, en tout cas en diagnostic, sur d'autres tissus. Allez, une dernière question pour clôturer la session. Allez, ils ont mis du temps. Merci pour cette belle présentation. J'avais juste une question, peut-être vous l'avez dit, mais je l'ai loupé, cette information. Sur combien de patients vous avez dérivé les IPS et la corrélation entre eux? Alors là, vraiment une étude pilote. Il y avait 4 patients et les 4 patients étaient tous porteurs pour justement essayer de limiter ce biais par rapport à ce qu'on voulait. Je ne l'ai pas dit, pardon. C'était écrit, mais je ne l'ai pas dit. C'est toute mutation faux sens. Et donc, cette mutation faux sens avait déjà été prouvée fonctionnellement comme inactivant l'activité acétyltransférase de la protéine. Donc, c'est une mutation crée BP faux sens avec inactivation de l'activité. Okay. Et donc, dans la heatmap que vous avez montrée, ça correspond aux 4 patients qui corrèlent entre eux, c'est ça? Oui, les patients clusterisent bien entre eux, mais pas avec les contrôles. Ok, parfait, merci.